Des ouvriers au garde à vous et un patron chinois fier de se faire obéir. Tournez à gauche. Tête à droite. 3000 travailleurs éthiopiens à qui M. Zhang donne ses ordres en chinois. Main droite, en bas. Main gauche, en bas. Peu le savent, mais ces pionniers chinois du Made in Ethiopia produisent déjà les chaussures de nos plus grandes marques européennes. Nous voulons que les chaussures que nous fabriquons ici en Éthiopie soient d'aussi bonne qualité que celles que nous produisions en Chine. En fin de journée, l'hymne à la gloire de l'entreprise Hujian retentit, en chœur et toujours en chinois. Ancien militaire, M. Zhang a fait fortune en devenant sous-traitant pour des marques à la mode. Dans son usine en Chine, ce patron en avait ras-le-bol d'augmenter les salaires. Alors l'an passé, il a délocalisé en Afrique. C'est bien. Dans son nouvel atelier, 150 contremaîtres asiatiques surveillent des ouvriers éthiopiens débutants. Viens voir. Il faut qu'ils respectent nos standards internationaux. Mettre bien les chaussures comme ça, paire par paire. Monsieur Zhang ne parle pas un mot d'anglais, ni d'amharique, la langue locale. Tu comprends? Tu comprends? Ici, c'est avec les mains que les Chinois expliquent comment fabriquer de belles chaussures d'occidentaux à des Éthiopiens payés 23 € par mois. Car Hujian a des clients prestigieux comme Tommy Hilfiger. En Éthiopie, l'usine chinoise fabrique aussi cette sandale Guess pour 8 €. Une aubaine pour cette marque haut de gamme qui la vend 160 €, 20 fois plus cher dans nos rayons. Du luxe à la chinoise 100% éthiopien, comme cette botte à 200 $. Ça, c'est Mark Fisher, la marque américaine. Ce sont des bottes très appréciées. Et en ce moment, on en vend énormément. Nous sommes très heureux parce que vous savez, c'est une marque très réputée. Et c'est nous qui avons obtenu la commande. Et il y a tellement de gens qui ne nous croient pas capables de fabriquer de grandes marques américaines. La preuve que si. L'Éthiopie, l'un des pays les plus démunis de la planète, en passe de devenir le nouvel Eldorado des manufacturiers. Ici, un ouvrier coûte 10 fois moins cher qu'un Chinois. Une mine d'or pour la grande distribution. Aldi, Carrefour, Ikea, H&M. De la main-d'œuvre low cost, il n'en fallait pas plus pour attirer les grandes marques. De pays pauvres en pays pauvres. Il y a 6 mois, le Bangladesh pleurait 1000 ouvriers du textile, morts dans l'effondrement de leur atelier. Quelles leçons ont-elles été tirées depuis? Enquête en Éthiopie, pays jusque-là bien plus célèbre pour sa misère et sa pauvreté que pour son savoir-faire dans le prêt-à-porter. Banlieue sud de la capitale, Addis Abeba. 8 h, c'est l'heure de l'embauche chez Aika, des Turcs sous-traitants dans le textile. Comme chaque lundi, devant les grilles, une centaine d'Éthiopiens espèrent être repérés par Darial, le manager de 27 ans. Chef d'une usine de 7000 salariés, il vient faire son marché hebdomadaire sur le parking. Aujourd'hui, on cherche vers 500 personnes. 500 personnes? Oui, c'est ça. Là, tout le monde va être embauché, non? Oui, presque tout le monde. Et comment ça se passe? Ils ont une période Une période de 45 jours. On peut les essayer pour 45 jours. Donc, s'ils travaillent bien, ils vont être permanents. Mais s'ils ne travaillent pas bien, donc on va les envoyer. L'entreprise cible en priorité des jeunes femmes, qu'elle juge plus productives. Parmi les candidates, Leïla, une lycéenne qui cherche de quoi payer ses études. Carte d'identité. T'as quel âge? 20 ans. Tu peux travailler la nuit? Non, j'ai cours le soir. Ok. Bon bah c'est bon. Attends dehors. L'entretien dure à peine 2 minutes. 1 heure plus tard, Leïla est déjà à pied d'œuvre. Les nouvelles recrues sont séparées en 2 groupes. Il t'en faut encore combien là? Toi vas-y. Les plus grandes sont sélectionnées pour le repassage. Les petites, on va les utiliser aux autres départements. Peut-être pour plier les vêtements, les habits.
Pour la petite Leyla, ce sera donc le pliage. Et il y a de quoi faire. Chaque jour, l'entreprise turque expédie 10 000 t-shirts éthiopiens en Europe pour remplir nos supermarchés. Ils m'ont dit de faire comme ça, de vérifier la taille, puis il faut mettre le t-shirt blanc sur le bleu. Et tu seras payé combien pour faire ça? Je ne sais pas, ils n'ont pas dit. Comme ses collègues, Leyla touchera en fait 50 centimes de l'heure, bien moins que ce que payait l'entreprise en Turquie avant sa délocalisation. Par rapport à la Turquie, dans ces dernières années, le salaire minimum a augmenté. C'est plus que 400 $ maintenant par mois. Et en Éthiopie, il n'y a pas de salaire minimum déjà. Mais Aïkadis paye presque 40 $ par mois. Et le sous-traitant a su profiter d'un autre joli cadeau de l'Éthiopie. Ici, les entreprises textiles ne payent aucun impôt, ni aucun droit de douane. Les Turcs ont donc pu ramener leur matériel à moindre frais. À part la main-d'œuvre, ils ont tout importé. Le coton, c'est de l'Inde, les machines sont suisses de l'Europe. Et comme vous voyez, les travailleurs, ce sont des Éthiopiens qui travaillent ici. Une optimisation des coûts qui séduit les acteurs de la grande distribution bien connus. Il y a plusieurs sociétés qui veulent travailler avec nous, comme Carrefour, Tesco et H&M. Ils veulent travailler avec nous. En Éthiopie? Oui, en Éthiopie. Un bon plan pour les marques. D'autant qu'au final, les consommateurs n'y voient que du feu. Emballage en allemand ou en français. Tout laisse penser que ces vêtements éthiopiens sont produits chez nous. Ça, c'est un t-shirt pour le supermarché Aldi dans toute l'Europe. Et comme vous voyez, tout est fait ici, dans notre usine. Du coup, il y a une étiquette Made in Ethiopia? Non. Non, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas d'étiquette? C'est le client qui demande. C'est eux qui décident. Ils préfèrent pas dire que c'est en Éthiopie? Tu vas pas faire ça, n'est-ce pas? Il faut pas que tu enregistres ça. L'Éthiopie, un lieu de production loin d'être assumé, dans lequel pourtant se précipitent les industriels. Dans la capitale, des chantiers un peu partout. Avec sa croissance de 10% par an, le pays déroule le tapis rouge aux firmes étrangères. Loyers modiques, électricité bradée, et la main-d'œuvre, jeune, abondante, fauchée et donc prête à tout pour travailler. Nous retrouvons Leyla, notre toute nouvelle embauchée, après sa première semaine de travail chez les Turcs, fournisseurs des supermarchés Aldi. Elle se dépêche de rentrer chez elle, grâce à l'un des 70 bus affrétés par l'entreprise. Je commence à l'usine à 8 h, puis je travaille jusqu'à 17 h, et ensuite il faut que j'aille au cours du soir pour étudier. Salam. Dans le quartier autour de l'usine turque, les loyers ont flambé. Grâce à son nouveau travail, Leyla a pu s'offrir un logement. Dans cette arrière-boutique, Voilà, c'est ma maison. une pièce minuscule, 2 mètres carrés à peine. C'est une chance d'avoir trouvé ce boulot. Je suis très optimiste pour mon futur. Même si aujourd'hui je sais que c'est difficile parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, je pense que plus tard je vais m'en sortir. Pour sa chambre sans eau, sans électricité, Leyla dépense 20 € de loyer, la moitié de ce qu'elle gagne en un mois pour fabriquer nos t-shirts. Jusqu'où sont prêts à aller les industriels pour exploiter cette main-d'œuvre docile qui découvre le monde de l'entreprise? Nous retournons chez Hujian, les Chinois qui vendent du Made in Ethiopia pour Guess et Tommy Hilfiger. Au mégaphone cette fois, le chef du personnel, un Chinois, assure le cours de discipline. Ce responsable a fait ses petits calculs. Les Éthiopiens ne sont pas assez rentables. 10 fois moins chers, certes, mais 5 fois moins productifs que les travailleurs chinois. Il est où votre superviseur chinois? Les Éthiopiens n'ont jamais fabriqué de chaussures de leur vie. Donc au début, ils sont très lents. Ils font des chaussures hyper lentement. Mais dans 6 mois, 1 an, ils iront de plus en plus vite. Aussi vite que les Chinois? Ils peuvent le faire. Et même encore plus vite que les Chinois. Pour pousser leurs travailleurs à se presser un peu, les Chinois ont installé de gigantesques panneaux, des appels à l'excellence et à la concentration absolue.
Mais leur dernière astuce se trouve à quelques mètres des machines, des dortoirs, pour que l'usine puisse fonctionner 24 heures sur 24. Voici les logements de nos travailleurs éthiopiens. Ah, tiens, en voilà un. On construit des dortoirs pour tous nos ouvriers. Comme ça, dans 2 ou 3 ans, tous nos travailleurs éthiopiens pourront dormir sur place. Même les repas sont offerts par l'usine. Les journées à rallonge ne sont pas rares, mais les heures sup, pas toujours payées d'après les ouvriers. Ils nous assurent travailler 66 heures par semaine. C'est beaucoup, dans un pays où la durée légale est de 48 heures maximum. Moi, je dors ici, je travaille ici, et ma vie, c'est juste ça. Cette interview a lieu sous les yeux du superviseur chinois, qui les contrôle en permanence. Alors nos interlocuteurs nous donnent discrètement rendez-vous à l'extérieur pour nous raconter ce qui se passe vraiment en coulisses. Selon eux, les contremaîtres abusent de leur autorité. Le problème, par exemple, c'est quand tu vas aux toilettes, si tu es en retard de 3 minutes, ils te confisquent ta carte d'identité et ils te punissent sévèrement. Ça veut dire quoi, sévèrement? Ils te disent, vas-y, dégage, t'es viré. Et ils te versent pas ton salaire. Des brimades qui iraient parfois encore plus loin. Des fois, ils nous tapent. Comment ça, ils vous tapent? Comme ça, ils nous frappent. Mais pourquoi vous continuez à travailler pour eux s'ils vous frappent? On n'a pas le choix, vous savez. On n'a pas de travail. Alors, on est obligé d'accepter de bosser pour cette usine. En Éthiopie comme ailleurs pourtant, les exportateurs sont censés respecter des normes internationales. Certains consultants, comme Teddy, sont là pour y veiller. Des marques le payent grassement, 3 000 $ par mois, pour vérifier que leurs fournisseurs sont bien dans la légalité. J'ai une production qui va démarrer pour un client américain. C'est une commande de chaussures. Donc je vais voir le producteur et vérifier que tout se déroule comme prévu. C'est une vérification surprise? Là non, ils savent que je viens, mais leur porte est toujours ouverte. Une inspection pas tout à fait surprise. Dans l'usine, à première vue, notre expert ne trouve rien à redire. Il faut dire que le contrôle ne paraît pas toujours très poussé. Tu as quel âge? 18 ans. Combien? 18. Là, je lui ai demandé quel âge elle avait, parce qu'elle me paraît très jeune. Et elle a 18 ans, donc c'est bon, pas de problème. Mais vous ne vérifiez pas sa carte d'identité quand même? En fait, elle me dit qu'elle n'a pas sa carte d'identité sur elle. Mais j'irai voir sur son contrat de travail avec son superviseur. J'irai vérifier. Et ces filles-là, elles n'ont pas besoin de protection par exemple? Ça sent pas trop mauvais la colle? La colle des chaussures? Si, ça sent mauvais. Bon, ça sent mauvais. Et alors normalement c'est interdit de travailler dans ces conditions ou pas? Ce produit-là n'est pas très toxique. Mais ces filles devraient porter un masque, c'est vrai. S'ils n'améliorent pas ça, je vais être obligé de faire un rapport à mon acheteur. S'ils veulent garder leur certification, il va falloir qu'ils règlent ça. Mais vous savez, quand il fait chaud, les ouvrières n'aiment pas porter ces masques. Des contrôles plutôt souples. Nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient les donneurs d'ordre, les marques. Aucune n'a voulu nous répondre. Après l'effondrement meurtrier en avril d'un atelier au Bangladesh, la grande distribution avait pourtant pris des engagements. Promis, elle protégerait mieux ses salariés. Elle a même signé une charte en ce sens. Au téléphone, le responsable d'une grande marque, désormais présente en Éthiopie, nous explique quel crédit accorder à cette charte. Tout le monde se dédouane, c'est-à-dire que notre sous-traitant, nous, il va la signer. Maintenant, qui va aller contrôler qu'une partie de la production du sous-traitant, elle n'est pas faite ailleurs? Personne, c'est de la com. Oui. Tant qu'on aura la grande distribution, tant qu'on aura toutes ces grandes marques, tous les gros distributeurs, si vous voulez, qui imposeront leurs lois sur des prix de marché, etc., on recherchera toujours
les prix les plus bas. Aujourd'hui c'est le Bangladesh, demain vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un atelier de toutes les tâches qui se casse la nénette à Addis Abeba. Le monde du business et le monde de l'économie a peu de mémoire, malheureusement, peu de mémoire et peu d'éthique. Des investisseurs étrangers sans scrupules, qui à peine arrivés inquiètent déjà. Dan, un responsable associatif, nous amène au sud d'Addis Abeba, dans la vallée. Il veut nous montrer l'envers du décor de cette explosion de la manufacture à l'éthiopienne. Les exportateurs d'habits et de textiles ont engagé des investissements qui sont gigantesques. Mais ici, il y a beaucoup de plaintes à propos de la manière dont ils mènent leur business. Dan nous présente ceux qu'il appelle les sacrifiés du textile. Au-dessus du lac Koka sont apparus des entrepôts, des usines, des tanneries. L'eau, jadis limpide, est devenue boueuse. Et à certaines périodes de l'année, c'est bien pire encore. Les usines sont là-bas. Et la pollution, elle est visible surtout au mois de mars. En saison sèche, le lac devient tout vert. C'est comme une sorte d'algue. L'eau est sale, les gens tombent malades, et il y a même des animaux qui meurent à cause de cette contamination. Or, le lac Koka est l'unique point d'eau pour 20 000 habitants. Ici, il n'y a pas d'autre source à moins de 2 heures de piste. Vous buvez quand même l'eau du lac? Vous n'avez pas peur? Si, on a peur, mais on n'a pas le choix. On ne va pas se laisser mourir de soif. Le gouvernement éthiopien reconnaît la pollution, mais il assure que bientôt les usines devront retraiter leurs eaux usées. En attendant, il donne un simple conseil aux habitants. Évitez de boire l'eau du lac. Et voilà pour cette très belle enquête de Tristan Walex et de David Dameda. Enquête surprenante en Éthiopie. On est là avec vous à Nord-Linger dans un lieu qui lui aussi est étonnant. On est à Beaugrenelle. Alors pour les Parisiens, ils savent où c'est Beaugrenelle. On est en bordure de Seine. Ce sont des immeubles des années 70 grosso modo qui étaient un petit peu morts et qui sont tout réhabilités en ce moment. Et il y a notamment ce centre commercial qui va ouvrir le 23 octobre et qui est intéressant parce que ce sont toutes vos marques qui vont venir là. Exactement. Il y a les H&M, les Zara, il y a même des marques plus prestigieuses. Alors vous, je vous présente pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes responsable international de la fédération de la lingerie. De la maille et de la lingerie. Vous vous occupez de sourcing. Exactement. Vous êtes une sorte d'agent de la mondialisation. C'est vous qui aidez à la délocalisation, à la production dans ces paradis de main-d'œuvre pas chère. Alors, je dirais presque qu'on aide à la relocalisation. Aujourd'hui, le textile, enfin le sourcing textile était très implanté en Chine, 40% des importations européennes, c'est énorme. Et aujourd'hui, nous, on les aide à relocaliser leur sourcing en Europe de l'Est, en Turquie, aussi en Afrique. Ce serait le mouvement du moment. On en parlera, mais revenons déjà sur ce qui se passe. On a vu l'Éthiopie. Oui. Vous saviez qu'il y avait ce mouvement-là en Éthiopie, qu'on voyait des usines chinoises venir se délocaliser en Éthiopie pour faire encore moins cher? Oui, alors c'est vrai que c'est un phénomène qu'on suit, qui est assez récent, parce que ça a commencé en 2012. Et vous avez des très gros investissements chinois, turcs et également pakistanais et indiens. Vraiment, l'Afrique va devenir, on va dire, le terrain de jeu de l'Asie. Le nouveau magasin du monde, la nouvelle usine du monde, comme on dit. Oui, parce qu'il y a tout là-bas. On a surtout une main-d'œuvre docile et pas chère. Ça vous ennuie pas d'être toujours à la recherche du salarié le plus docile et le moins cher du marché? Alors, effectivement, c'est un des objectifs, avoir un coût de main-d'œuvre qui est contenu, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine, c'est 15% de croissance par an au niveau des salaires. Mais ce que cherchent avant tout les industriels, c'est des zones où il y a une vraie expertise textile sur un produit, des matières premières sur place, donc des tisseurs, des tricoteurs, des filateurs, et aussi effectivement une certaine sécurité au niveau du sourcing. Ouais, sécurité, mais on a vu, sans mauvais jeu de mots, ce qui s'est passé à Dhaka, au Bangladesh, où il y a eu l'effondrement de Rana Plaza, un immeuble dans lequel il y avait des milliers d'ouvriers qui produisaient du textile. Il y a eu plus de 1100 morts. Quand vous voyez ça, vous dites quand même, on a une responsabilité dans ces morts-là, quand on envoie nos produire dans ces coins-là? Alors, l'Asie, effectivement, comment dire, et notamment le Bangladesh,
a pratiquement multiplié par 2 ou par 3 ses exportations vers l'Europe. Donc elle a couru pour essayer de fournir effectivement toute cette demande. Et ce qui s'est passé, c'est que certes, vous avez des belles usines avec, totalement verticalisées, voilà. Tout à fait aux normes à vos yeux, vous les sourceurs. Exactement. Et le seul problème, c'est que ces fameuses usines ont fait parfois, en tout cas certaines, de la sous-traitance sauvage. Et cette sous-traitance sauvage se trouve dans les petits ateliers du Rana Plaza. Je dis vous, vos clients exigent des prix toujours plus bas, des salaires pour la production. Est-ce que c'est pas un petit peu illusoire d'imaginer que les usines qu'on voit sont capables de le produire? Et est-ce que c'est pas un peu fermer les yeux que de ne pas imaginer qu'effectivement on fait appel à des sous-traitants dans des conditions parfois effroyables? C'est le résultat de cette pression des prix qui aboutit à la catastrophe du Rana Plaza? C'est plutôt le résultat de la très forte demande. Parce que les capacités de production à un prix raisonnable, j'allais dire, sont là. Mais le seul problème, c'est qu'il y a 3 fois plus de demandes par rapport au nombre d'usines fiables. Et donc ces usines ont dû effectivement trouver des alternatives. Et c'est ça le problème. Je pense que le Bangladesh restera toujours une grosse source, une grosse zone de sourcing textile-habillement, et qu'aujourd'hui les marques ne souhaitent pas s'enfuir du Bangladesh, c'est pas du tout ça, mais plutôt accompagner dans la durée leurs fournisseurs traditionnels. Produire français, relocaliser en France, produire français, c'est quoi? Ça commence à faire sa route dans la tête de vos clients ou Alors oui, mais il ne faut pas oublier non plus le Made in Europe. Aujourd'hui, produire Made in Europe, c'est pas impossible, à des coûts pas extrêmement prohibitifs. Et effectivement, vous produisez européen. Le Portugal, les pays de l'Est, je pense, à la Bulgarie, voilà, tous ces pays contribuent au Made in Europe. Bon. La France. Le prix ne sera peut-être plus demain la seule et unique donnée. C'est plus l'unique critère, je vous l'assure. C'est vraiment pas l'unique critère. Merci en tout cas, merci Anne-Laure Linger d'être venue nous expliquer tout ça ici dans ce beau centre de Beaugrenelle. C'est incroyable, hein, ça ouvre le 23 octobre et c'est vrai quand on voit tous les gens qui s'agitent dans tous les sens, on dit ça sera jamais prêt. Eh bien si, il paraît que ça sera prêt. Voilà, on arrive au terme de cette émission, de cette promenade dans ce commerce mondial où j'espère que vous aurez compris un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les enjeux et quelles que sont parfois les conséquences de nos exigences d'avoir les prix les plus bas possibles. Merci donc à ceux qui nous ont accueillis, le centre Beaugrenelle, le Price Minister, l'épicerie Cos. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandrier, Jean-Carl Lambert à la rédaction en chef, Lorraine Servant à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle les réseaux sociaux pour nous rejoindre et je vous annonce que la semaine prochaine nous irons à Marseille dans la cité phocéenne pour une émission spéciale sur cette ville qui concentre toutes les attentions. Pourquoi cet enchaînement de violences, de règlements de compte, de meurtres? Quelle est la responsabilité des politiques? Quelle est aussi la part d'exagération de nous, les médias? On parlera de tout cela avec les fauteuils rouges à Marseille directement. Mais la soirée n'est pas finie. Je vous laisse avec la nouvelle émission de France 2. Ça s'appelle Alcaline. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.